Cette formation vous est offerte par AS Ivoire. Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis de l'Agence Emploi Jeune. L'Agence Emploi Jeune, c'est le guichet unique d'insertion en Côte d'Ivoire. Alors, précisément, Agence Prestige. L'Agence Prestige, et donc le chef d'agence, c'est M. Yaman. Moi, je suis conseiller. Alors, mon écran ne défile pas. Donc, voilà. Il y a tellement de difficultés lorsque ce sont les formations en ligne. Voilà, ça vient. Alors, donc, la connaissance de soi. On va passer par d'abord la connaissance de soi. C'est-à-dire que le bilan personnel. Vous savez, la recherche de l'emploi est aussi un travail. C'est un travail. Je pourrais même dire, faire l'historique même de la Côte d'Ivoire. Parce que, au temps colonial, lorsque les élèves vont à l'école, en classe de CM2 ou CM2, tout au plus troisième, on dit, mais monsieur, sortez, vous allez travailler. Tellement il y a du boulot. Et ce qui faisait que, bon, ceux même qui partaient jusqu'en terminale ou à l'université n'étaient pas nombreux. Mais arrivé à un certain moment, c'était difficile à travers les crises. Donc, dans les années 90, nous avons vu qu'il y a eu l'équilibre entre l'offre et la demande. Et après 90, nous avons vu que la demande a été très forte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la privatisation, il y a eu des mouvements sociaux, la guerre et tout ça. Et donc, à travers la privatisation, la dévaluation, les entreprises essaient de fermer, surtout les entreprises gouvernementales, après la privatisation, sont devenues privées. Alors donc, cela, c'est la concurrence. Au niveau, avec cette concurrence-là, il fallait avoir des main-d'œuvre qualifiées. C'est-à-dire que chez les entreprises où les employeurs n'engageaient pas les primo-demandeurs, ils cherchaient des gens qui ont plus d'expérience parce qu'ils veulent eux aussi être sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire que être efficace au niveau du marché. Vous voyez mon écran maintenant? Allô? Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Alors, donc, passé ces périodes, il était donc difficile de trouver de l'emploi. Surtout après la crise, c'est difficile. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout et chacun qui cherche de l'emploi doit se dire qu'il doit se vendre. Il doit être un commercial, se vendre, aller chercher partout, marcher, de sorte que les employeurs puissent l'engager. Mais pour se vendre, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas vendre un produit qu'on ne connaît pas. Pour se vendre, il faut pouvoir connaître le produit. Quel est le produit? Le produit, c'est vous-même. Vous voyez? Donc, si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas vendre le produit. C'est dans ce cadre-là, il faut pouvoir connaître soi-même, il faut pouvoir connaître ses faiblesses, il faut pouvoir connaître ses difficultés, et ses forces. Donc, c'est pourquoi le bilan personnel est bien de sorte que chacun puisse se dire, oui, moi je me connais, moi voici mes limites, voici mes forces, et qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est une analyse sur le parcours académique professionnel qui permet de définir un projet professionnel. Le bilan personnel, c'est son objectif est de bien se connaître, tel que je disais, identifier ses forces et ses faiblesses. Vous voyez. Et à travers le bilan personnel, on arrive à faire notre CV,
notre lettre de motivation, même surtout, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de nos entretiens, entretiens d'embauche, entretiens de recrutement. Donc, on ne peut pas se vendre sans se connaître. Alors, comment faire ce bilan personnel? Comment nous devons faire de sorte que nous puissions nous-mêmes connaître nos forces et nos faiblesses. Dans ce cadre-là, il y a le premier point qui est l'information sur notre identité. C'est-à-dire qu'il faut se connaître soi-même, son identité. Savez-vous qu'il y a certains qui vont en entretien tellement sont stressés parce que le cadre d'entretien, d'embauche, et puis un cadre naturel où vous êtes, où vous vivez dans un environnement où vous avez l'habitude, ces deux cadres-là sont différents. Quelqu'un qui arrive dans un entretien diagnostic, pardon, un entretien d'embauche est stressé. Parce qu'il voit de nouvelles personnes, et puis bon, quelles questions ils vont lui poser? Est-ce qu'il sera capable de répondre? Donc, du coup, il a le stress. Donc, ça donne un autre environnement. Dans ce cas-là, on peut te poser une petite question et tu commences à balbutier. C'est-à-dire même, on peut demander ton nom et puis tu peux ne pas connaître ton nom. Vous voyez. Très souvent, d'autres aussi, surtout les femmes, quand on leur demande leur âge, comme elles ont l'habitude de ne pas dire leur âge, c'est compliqué. Alors, dans cette première partie du bilan personnel, il faut, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter devant un miroir, dire votre nom, votre âge, votre statut matrimonial et vos contacts. Ce n'est pas facile de se mirer. Et puis, si vous voulez, si vous partez à la maison, ou bien si vous avez un miroir où vous êtes, arrêtez-vous et puis vous allez commencer à vous identifier à partir de votre nom. Moi, je m'appelle Monsieur Krakopu, par exemple. J'ai tel âge, je suis marié ou je suis célibataire, j'ai 4 enfants, bien comme mon numéro, voilà. Lorsque vous allez répéter ça une fois, vous-même, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, vous allez reprendre deuxième fois, troisième fois. Et lorsque vous arrivez maintenant à dire ça de façon correcte, ça veut dire que vous commencez à vous identifier vous-même. Vous voyez. Donc, il y a cette partie-là. On trouve que c'est banal, mais c'est très important. C'est très important. On voit son importance lorsque on a l'entretien. Très souvent, on va vous demander vos contacts. C'est compliqué. Vous venez de payer une puce que vous ne connaissez pas le numéro. Mais si le recruteur ou l'employeur voit que vous êtes en train, tu peux même juste pour donner votre numéro, mais il y a un jugement, tu pars de là. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est important de faire l'identification, qu'on appelle faire le bilan personnel à partir de votre identité. Le deuxième axe, c'est l'information, c'est-à-dire que vos connaissances, vous faites l'état des lieux de tout ce que vous avez fait comme formation, tout ce que vous avez fait comme études, les formations que vous avez suivies, d'autres connaissances diverses. Ouais. Dans ce cadre-là, hein, vous comprenez que, ici, j'ai bien fait, ici, je ne comprends pas, ici, je comprends. Voilà. Donc, c'est très important. Au niveau de la formation, voilà comment vous devez procéder. Votre formation, par exemple, je prends un cas de quelqu'un qui a fait la géographie, bien qui a fait, bon, plus souvent, ce sont les comptables. Celui qui a fait comptabilité, par exemple, il doit, sur un bout de papier où il s'est retiré pour faire son bilan personnel, alors au niveau du bilan de formation, il doit mettre l'intitulé de sa formation, l'année dans laquelle il a fait cette formation, l'établissement dans lequel il a fait cette formation, et puis ce qu'il a appris
Vous voyez, ce qu'il a appris. Maintenant, en détail, vous mettez l'établissement, la date, la durée, les modules. À travers ces modules-là, qu'est-ce que vous savez faire? Vous-même, vous identifiez. Hein? C'est-à-dire que si vous faites... Vous voyez le tableau? Allô? Oui, oui, on voit le tableau, on voit le tableau. Okay. Donc, vous voyez les modules, vous énumérez les modules. À travers ces modules-là, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je maîtrise bien? Qu'est-ce que je peux apprendre aux autres? C'est important aussi. Parce qu'on peut maîtriser quelque chose et puis ne pas apprendre aux autres. Voilà pourquoi il y a l'école de la pédagogie. Hein, quelqu'un qui a fait peut-être la maîtrise en économie ou bien en français, c'est-à-dire que l'être moderne ne peut pas automatiquement aller enseigner dans un lycée et collège. Il va forcément passer par l'ENES, c'est-à-dire une école de pédagogie, pour apprendre la pédagogie. La pédagogie, c'est un autre monde. Hein. Donc, ce que tu pouvais apprendre aux autres, d'autres peuvent comprendre, mais pour apprendre aux autres, c'est difficile. Et puis, ce que vous aimez, dans tous ces modules-là, qu'est-ce que vous aimez? Et dans tout ça aussi, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Vous voyez, lorsque vous faites votre bilan à travers votre bilan formation, à travers ce tableau, vous voyez à la fin votre force et votre faiblesse. Je dis, ah, cette partie-là, je suis faible. Cette partie-là, vraiment, c'est bon. Cette partie aussi, bon, voilà, je comprends, mais vous voyez. Et c'est à travers cela, vous allez améliorer tout ce qui est qu'on appelle ce qui exprime votre faiblesse dans tout ce que vous avez appris. Alors, le troisième axe, ce sont vos expériences. C'est-à-dire que vos expériences, c'est que, bon, si vous avez votre diplôme, bon, souvent, il y a certains qui soutiennent, je veux dire, qui ont leur diplôme juste, sans expérience. Si vous avez votre diplôme sans expérience, vous pouvez faire ça à partir de votre formation. Ça peut aller. Et puis bon, peut-être qu'on va chercher des stages pour vous. Et puis là, maintenant, vous pouvez faire votre bilan hein, au niveau de l'expérience. Mais bon, il sait que quelqu'un ne peut pas aller à l'école sans avoir petite expérience quand même. Après 18 ans, il sait que vous avez au moins quelques expériences, même si ce n'est pas dans le domaine de votre formation. Voilà. Donc, du coup, vous faites cette partie du bilan personnel. Donc, vos expériences, à travers votre expérience, votre domaine de compétences, vous énumérez tout, tel que le tableau aussi, à travers ce tableau, l'entreprise, la durée, la date, le poste que vous avez occupé, ce que vous savez faire, ce que vous maîtrisez bien, ce que vous pouvez apprendre aux autres, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas. Ça, c'est de façon pratique. Ce n'est pas comme l'autre qui est la formation. Ça veut dire que vous êtes allé dans une entreprise ou bien vous avez peut-être 3 ans d'expérience en comptabilité. Donc, en comptabilité, lorsque vous checkez tout ce qu'il y a à faire dans la comptabilité, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous ne savez pas faire, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez apprendre aux autres, vous voyez. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et c'est surtout cette valeur ajoutée-là qui va vous permettre de toucher le cœur d'un recruteur ou d'un employeur. Vous voyez. Parce que lorsque on vous engage dans une entreprise, on vous engage parce qu'il y a problème. On ne vous engage pas dans une entreprise parce que les gens aiment votre tête, non. C'est parce qu'il y a un problème qu'on vous fait appel pour résoudre ce problème. Alors, pour résoudre ce problème, il faut avoir de l'expérience. Sinon, c'est compliqué.
Donc, dans ce cadre-là, lorsque vous partez pour la résolution de ce problème en entreprise, c'est de la valeur ajoutée. C'est quelque chose que vous allez trouver à ce poste occupé-là, une situation initiale. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui était là comme problème? Alors maintenant, quelles sont les tâches que vous avez effectuées lorsque vous êtes arrivé? À partir de là, maintenant, quelles sont les actions que vous réalisez de sorte à résoudre ce problème? Et si vous avez mené des actions, quel est le résultat que vous avez obtenu? Donc, du coup, ça veut dire que quand vous prenez dans une entreprise, vous devez avoir un résultat à partir d'une situation. Et les actions que vous aurez à mener pour atteindre un résultat. Donc, vous faites le bilan de tout ça. Lorsque vous faites le bilan de ça, ça va vous aider beaucoup dans vos entretiens d'embauche ou entretiens de recrutement. Voilà. Il y a aussi vos motivations. Vous cherchez du travail. Quel est votre intérêt? Il y a certains qui ont peut-être besoin de stage, juste des stages pour validation de leur diplôme. Il y a certains qui ont juste besoin de stages pour consolider leur expérience ou pour juste avoir plus d'expérience dans le domaine. Il y a certains qui ont plus d'expérience, mais qui ne cherchent que de l'argent. Ah oui. Et là, c'est des consultants. On les appelle juste le prix avant de travailler. Vous voyez. Donc, c'est ça. Chacun a ses motivations personnelles. Et puis, bon, vous pouvez décider dans quelle entreprise vous voulez travailler selon votre profil. Vous voyez. Toutes ces conditions, vous définissez. Voilà. Et donc, aussi vos préférences d'activité, dans quel secteur vous voulez travailler. Donc, dans le bilan personnel, vous devez faire tout ça. Lorsque vous avez fait tout ça, alors maintenant, vous devez savoir, vous faites le bilan, vous devez vous poser certaines questions. Mais bon, voilà, à travers ça, quelles sont les attitudes et les moyens nécessaires pour y parvenir? C'est-à-dire que si vous voulez un métier, qu'est-ce que maintenant, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir arriver à là? Oui. Donc, est-ce que cela est nécessaire pour faire une formation complémentaire parce que vous avez trouvé que vous êtes ceci ou bien vous êtes cela? Bon, mais par rapport à votre objectif, avez-vous besoin d'une formation complémentaire ou pas? C'est le bilan. Voilà, c'est là l'intérêt du bilan. C'est le bilan qui va vous permettre de décider. Voilà. Donc, le bilan nous permet de prendre une décision à partir du moment où nous nous connaissons. Voilà. Donc, dans la deuxième partie, si nous avons fait le bilan maintenant, nous allons chercher à connaître le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, il faut pouvoir, si on se connaît, on doit aussi connaître le marché, parce que c'est là-bas que nous allons chercher du travail. Et si nous connaissons le marché, nous allons avoir des stratégies pour pouvoir, n'est-ce pas, être sur ce marché-là. Alors, le marché de l'emploi est divisé en deux parties. Ce qu'on appelle le marché ouvert ou marché apparent. Et puis, le marché caché. Généralement, bon, les gens pensent que le marché de l'emploi, tout ce que nous voyons comme des postes ou bien des offres, nous voyons sur les sites, nous allons soit peut-être à l'agence emploi jeune, nous avons des postes, mais apparemment, on peut penser que c'est beaucoup, mais c'est faux. C'est le marché caché qui constitue 95%, n'est-ce pas, de l'offre d'emploi
dans un marché. Donc, si nous pensons que dans un pays, le marché caché, c'est-à-dire que le marché caché veut dire que ces offres-là, qu'on appelle, ne se publient pas. Les offres d'emploi ne se publient pas. Et les offres d'emploi qui se publient font 5%. Et les offres d'emploi qui ne se publient pas, mais de bouche à oreille, font 95%. Donc, vous comprenez quel effort à faire pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, ces offres d'emploi qui sont cachées. Voilà. Donc, tel que je le disais, dans ces marchés ouverts ou apparents, les offres et les opportunités d'emploi donnent lieu à une publicité ou la publication à consulter, soit dans les journaux ou bien dans notre structure Agence Emploi Jeune. Mais dans les marchés cachés, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts, il faut se déplacer, il faut avoir des connaissances. C'est un monde où les offres sont données, n'est-ce pas, par peut-être connaissance. Vous voyez. Les opportunités ne sont pas données à tout le monde. Donc, dans ce cadre-là, ce qu'il y a à faire, c'est d'aller vers les entreprises. Aller vers les entreprises. C'est-à-dire que par rapport à votre domaine de formation, par rapport à votre expérience, vous énumérez les entreprises dans lesquelles vous pouvez travailler. Et si vous avez fait cette liste des entreprises, vous partez, faire des prospections dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous faites une étude du marché. Faites une étude du marché pour pouvoir vraiment décocher ou dénicher ces offres. Donc, vous comprenez combien de fois il est difficile de trouver un emploi. Non seulement la crise a fait que l'on ne trouve pas, et puis maintenant, nous voyons que le marché caché, ça supplante le marché ouvert. Donc, dans ce cadre-là, il faut chercher, il faut fouiller en ligne partout. Maintenant, même au XXIe siècle, nous avons beaucoup de moyens parce que très souvent, ou même pas très souvent même, il y a plus d'entreprises qui ont des sites Internet. Donc, si vous êtes vraiment beaucoup plus chic, vous pouvez chercher ces entreprises-là par Internet, au lieu peut-être que de vous déplacer. Bon, mais bon, il y a souvent aussi des entreprises où il faut se déplacer. Bon. Il faut aussi mettre son CV en ligne. CV en ligne, si vous voyez que bon, les entreprises ont ouvert qu'on appelle, c'est-à-dire ils ont des sites où il faut poster les CV, il faut pouvoir faire ça. Voilà. Il faut consulter les réseaux sociaux. Chez nous, en Côte d'Ivoire, bon, on a les atouts éditoriaux, RMO, tous ces structures-là, ces réseaux peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir trouver de l'emploi. Voilà. Alors, donc, si nous connaissons le marché caché, nous avons d'abord la connaissance de soi à travers le bilan. Nous connaissons maintenant le marché de l'emploi qui se divise en deux, le marché ouvert, le marché caché. Et puis, nous savons que 95% des emplois ou des offres sont dans ce marché-là. Alors, on a un effort à faire. Donc, vous comprenez là que avoir un diplôme, n'est-ce pas, est plus facile que d'avoir du travail. Voilà. Donc, alors maintenant, comme madame a dit que vous avez fait les éléments de contact, c'est-à-dire que la lettre, le CV de motivation. Bon, peut-être on va dessus déjà, oui, oui. Comment? Oui, on a fait toute une séance de formation dessus, oui. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Mais bon, sachez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons les CV classiques.
nous avons les CV classiques. On ne va pas trop tarder sur les CV, mais sachez que hein, il va vous montrer les parties du CV, et puis bon, voilà. Donc, on a l'identité, comme vous avez fait, vous avez déjà vu, l'identité, c'est-à-dire que nom, prénom, hein, l'âge, situation. Parce que les CV aussi, on peut avoir des CV, des différentes présentations des CV sur les sites. Mais chez nous, ici, nous utilisons les CV classiques. Mais ce qui est important dans les CV, ce que je voulais dire, c'est que les activités, c'est-à-dire qu'au niveau de l'expérience, au niveau de l'expérience, lorsque vous mettez, vous faites votre CV, faites très attention. Si on dit un CV est bon, un CV a réussi, ce sont les activités. Par exemple, nous prenons l'exemple de ce CV. Si nous marquons, par exemple, novembre 2015 par là, et puis bon, on s'est dit stagiaire, au ministère, voilà. Voici ce qu'on appelle les activités. Les activités, ce sont les tâches que vous avez faites au cours de votre expérience. Vous pouvez dire non, j'ai été comptable. J'ai été comptable dans une entreprise. J'insiste sur ça parce que lorsqu'on envoie nos CV, ce sont les CV qui parlent. Les CV nous représentent. Et nous ne sommes pas là pour parler, n'est-ce pas? Répondre aux questions, hein, en même temps que le CV est là. Non, le CV est déjà sur l'employeur. Mais l'employeur recherche certaines informations. Si vous mettez simplement comptable à CDCI, tout court, ce n'est pas bon. Parce que le comptable, là, il y a plusieurs activités. Il y a plusieurs activités que le comptable fait. Est-ce que le comptable fait des rapprochements bancaires? Peut-être que l'employeur recherche des gens qui ont fait des rapprochements bancaires. Mais si dans le CV, vous n'avez pas mis ça, ils vont automatiquement dire que bon, voilà, ton CV n'est pas, bon. Voilà. La dernière fois, j'ai envoyé les CV à un employeur. J'ai appelé ces jeunes. Ces jeunes se disent, bon, je leur demande, est-ce que vous avez fait ça au cours de votre expérience, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont cité. Ils disent, ok, c'est bon, envoyez-moi votre CV. Quand ils ont envoyé le CV, je vois tout coup, stagiaire dans tel lieu, point. Mais je ne vois pas les tâches qu'il a citées lorsqu'il était en train de communiquer avec moi. Dans ce cadre-là, lorsque tu envoies ce CV, si c'est un recruteur, c'est dit, bon, le CV n'est pas. Ouais. Donc, c'est très important de détailler vos tâches ou les activités que vous avez faites. C'est très important. Voilà. Donc, on va passer plus rapidement sur ce cas de CV. C'est ce côté-là que j'aimerais ajouter. Voilà. Bon, la lettre de motivation, vous avez fait. Comme on est un peu en retard, vous avez déjà fait, on va passer. Alors, donc, on sera à l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. Ici, c'est vraiment très important de comprendre. Très important de comprendre. Il y a plusieurs façons de recruter. Il y a les recrutements qu'on appelle recrutement externe, à distance, par téléphone. Surtout, les appels. Quand vous avez postulé, attendez-vous soit à des appels, soit à des entretiens par téléphone. Et c'est ce qui est plus difficile. Parce qu'en ce moment-là, vous serez quelque part où vous n'êtes pas à l'aise, ou bien vous serez sur
un lit d'hôpital, hein, je ne souhaite pas. On vous appelle dans une situation bizarre et on vous demande que vous avez postulé. Est-ce qu'on peut faire un entretien avec vous? Vous dites quoi? Vous-même, vous savez que c'est une concurrence, hein, parce que vous n'êtes pas la seule personne à postuler. Si vous dites non, bon, est-ce que l'employeur ou le recruteur aura le temps de venir vers vous? Non. Si vous dites oui, est-ce que vous avez les éléments, vous êtes dans les conditions favorables à pouvoir répondre à ces questions? C'est ce qui fait la difficulté, hein, au niveau des entretiens téléphoniques. Donc, ça aussi, si vous connaissez, soyez prêts. Il y a les entretiens face à face. Face à face. Là, on voit le candidat peut se préparer. Parce que lorsqu'on va vous appeler, bon, tu dis, bon, demain ou bien après-demain, vous avez un rendez-vous dans quelle entreprise où vous avez postulé au poste de tant. Alors, avant d'aller à cette rencontre, c'est-à-dire à cet entretien, vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer. Voilà. Parce que soit vous partez pour un entretien, ou un entretien, n'est-ce pas, vis-à-vis, face à l'employeur, ou bien vous partez avec, vous allez faire les tests psychotechniques, tout cela, vous allez faire cette préparation. Et c'est important. Alors, ce que nous devons savoir avant l'entretien, vous devez chercher les informations sur l'entreprise. Vous cherchez les informations sur l'entreprise. Parce que vous avez postulé, vous voulez travailler dans l'entreprise. Mais si vous n'avez pas, vous n'avez aucune information sur l'entreprise, c'est compliqué. Et votre CV, vous n'allez pas avec le CV devant vous, hein? Même si vous partez avec votre CV, mais vous n'avez pas votre CV devant vous et lire, non. Donc, du coup, tout ce que vous avez mis sur votre CV, vous devez savoir. Vous devez mémoriser. Vous voyez. Et lorsque vous posez une question sur le CV, cela doit venir naturellement. Parce que c'est vous. Voilà. Et donc, vous devez arriver à l'entretien avant l'heure. Ça, bon, moi, je suis arrivé en retard, mais bon, c'est pas grave. Vous devez arriver avant l'heure parce que lorsque vous arrivez en retard, il y a aussi ce qu'on appelle le stress. Il y a une fille qui est allée à un entretien. Malheureusement, comme en Côte d'Ivoire, il y a des embouteillages. Elle arrive. Dès qu'elle est arrivée, sur elle, l'employeur, c'est-à-dire que le recruteur est sorti et appelé. Il y a eu beaucoup de. Il y a ces qu'on appelle ces camarades qui sont là, qui sont arrivés peut-être avant elle, sont assis. Mais elle, dès qu'elle est arrivée, c'était à son tour. Et on l'appelle. Elle est surprise, le stress. Elle a commencé à trembler. Vous voyez, parce qu'elle ne sait rien. Pourquoi est-ce que dès qu'elle arrive, c'est elle qu'on appelle? Voilà. Donc, tout ça, c'est pas bon. C'est pourquoi il faut, si vous ne connaissez pas l'entreprise ou se situe l'entreprise, cherchez à savoir au moins la veille et savoir comment faire pour y arriver très tôt dans cette entreprise. Ouais, c'est important. Ouais. Et également, vous devez soigner votre tenue vestimentaire. Il est important de bien s'habiller. Bien s'habiller, c'est important, très important, parce que c'est là aussi, bon, les gens disent que l'habit ne fait pas le moine, mais bon, quelquefois, ça fait le moine, hein, parce que si on vous voit habillé d'une manière, lorsque vous partez, par exemple, chez le président de la République, vous ne serez pas en haillons, hein, vous allez porter votre dernière sape, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi la même chose. Si vous partez à un rendez-vous qui peut changer votre vie de façon professionnelle, vous devez respecter ce rendez-vous.
S'habiller, c'est respecter, en fait, ce que vous voulez faire. Ouais. Alors, donc, lorsque vous arrivez, vous devez frapper avant d'entrer. Parce que même si on vous dit d'entrer, la porte est fermée, vous ne pouvez pas rentrer avec des surprises. Non, il faut attirer l'attention de ceux qui sont à l'intérieur, qu'il y a quelqu'un qui est là. Alors, eux, ils vont vous inviter à rentrer. Maintenant, lorsque vous rentrez, vous ne devez pas avoir les yeux baladés dans les quatre côtés. Soyez serein, soyez assis, serein. Vous saluez d'abord. Saluez d'abord tous ceux qui sont là. Et puis bon, voilà. Vous attendez quand vous dit de vous asseoir. Alors, ils vont vous inviter à vous asseoir. C'est en ce moment-là que vous pouvez vous asseoir et puis bien là, l'entretien va commencer. Vous voyez. Donc, dans ce cadre-là, comme je l'ai dit, ici, on dit comportez-vous comme un vendeur et non comme un mendiant. C'est-à-dire que au cours de votre argumentation, et ce qui va vous permettre de faire ça, c'est lorsque vous vous connaissez. Tel que je l'ai dit au début, c'est votre bilan personnel qui va vous permettre d'être vraiment un vrai vendeur. On ne vend pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce qu'on peut vous poser des questions sur le produit. Les commerciaux aussi, les marketeurs ou les commerciaux parmi vous, ils savent qu'on ne vend pas un produit qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous avez une attitude positive. Vous devez vous donner l'envie d'être écouté. Voilà. Vous devez argumenter votre propos. On verra ça lorsque alors, vous devez éviter les flatteries, parce que, bon, vous pensez que quand vous allez flatter les employeurs, mais ils savent. Ils savent, c'est pourquoi ils sont là. Donc, évitez aussi d'être offusqué, parce qu'il y a certains. En fait, il y a souvent des postes qu'on a besoin des gens qui sont calmes. On a des postes qu'on a besoin des gens qui sont peut-être patients. On a des postes qu'on a besoin des gens qui sont vraiment un tempérament bien posé. Mais dans ce cadre-là, l'employeur, lui, sait, ou le recruteur sait. Donc, il cherche à comprendre, qu'on appelle, à soulever quelque chose en vous et à savoir si vous êtes patient, si vous êtes calme, si vous êtes quelqu'un de tempérament posé. Vous voyez, donc il va vous poser certaines questions. Alors, dans ce cadre-là, vous-même, vous savez que vous êtes venu pour peut-être un entretien de 10 minutes pour changer votre vie. Et c'est là que vous allez vous mettre à vous fâcher. Ce n'est pas bon. Ouais. Donc, il faut comprendre tout ça. Voilà. Alors, vous ne devez pas aussi interrompre les jurys parce que ce n'est pas bon. Vous devez les écouter. Si c'est des questions qu'on vous pose, on va vous poser des questions. On doit vous donner la parole d'abord avant de parler. Voilà. Et lorsque vous parlez, vous pouvez peut-être gesticuler, mais pas trop. Vous devez éviter ces genres de gestes comme si vous parlez à vos amis dans la rue. Voilà. Votre voix aussi doit être vraiment pas trop bas. Bon, ce qui est sûr, pour qu'on puisse vous comprendre, vous entendre. Ne filmez pas. Même si les recruteurs filment, vous ne filmez pas. Ce jour-là, pensez-vous que vous partez à l'hôpital ou vous devez peut-être prendre votre sang. Quand vous partez à l'hôpital, on doit prendre votre sang. Souvent, on dit on ne mange pas d'abord. Il faut après ces examens, ces diagnostics, avant de manger. Et c'est la même chose. Même si vous fumez, arrêtez de fumer. Il y a très souvent des gens qui se disent que ça là, moi j'ai honte. Donc, ce qu'il peut faire pour mieux parler, pour ne pas avoir honte,
hein, il faut que je prenne des sticks. C'est-à-dire que des boissons qui sont dans les sachets, ils prennent plus. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que lorsque vous allez parler, bon, peut-être que l'odeur va indisposer ses employeurs. Et du coup, ils auront une idée de vous. Oui, voilà. Donc, c'est ça, c'est très important. C'est très important. Lorsqu'il était en train de dire que, euh, par exemple, lorsqu'on cherche, par exemple, dans un poste, quelqu'un qui est patient, je prends un exemple d'un recrutement où ils ont invité les jeunes à 8 heures. Tous les postulants sont arrivés, ils étaient assis. Alors, eux, ils ont une salle, antichambre, où ils voient tout le monde. Donc, tous ces candidats-là étaient dans la salle. Et je suis sûr, ils étaient dans une autre salle où ils voyaient ces candidats. Donc, ils observaient ces candidats. Ils observaient ces candidats. Dans leur objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui est patient, parce que c'est un poste délicat. Les candidats sont dans la salle, chacun regarde les autres. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, personne. À midi, la secrétaire sort, vient, bon, patientez-vous un peu parce que l'employé n'est pas encore arrivé. 13 heures, 14 heures, 15 heures. Et là, ceux qui sont impatients commencent à sortir. Ils sont sortis un à un, un à un, un à un. À 17 heures, il restait une seule personne. J'étais assis depuis matin. Alors l'employé sort, il dit, monsieur, venez signer votre contrat. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Si on ne vous a pas dit de partir, c'est eux qui vous ont invité. S'ils ne vous ont pas dit de partir, alors vous devez avoir le sang-froid. Parce qu'ils savent ce qu'ils recherchent. Ils savent pourquoi ils font ça. C'est important. Alors, après l'entretien, vous-même, vous pouvez faire votre auto-diagnostic. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai répondu aux questions? Est-ce que la manière de répondre, c'est bon? Est-ce que j'ai évoqué mes compétences? Voilà. Parce que peut-être que si vous êtes retenu, tant mieux. Si vous n'êtes pas retenu, cela va vous permettre d'améliorer votre prestation la prochaine fois. Alors, donc, avec l'entretien, le candidat doit faire preuve de savoir être, éviter certaines erreurs pouvant hein, compromettre la suite de l'entretien. OK? Voilà. Donc, l'entretien, vous savez que l'entretien, c'est un jeu de questions-réponses. C'est un jeu de questions-réponses. Les employeurs posent la question et le candidat lui répond. Vous voyez? C'est comme ça. Les questions, si à la fin de l'entretien, le candidat doit poser les questions, et c'est à la fin de l'entretien que le candidat doit poser les questions. Mais ces questions doivent être en lien avec l'entreprise. Voilà. Et ou même, bon, peut-être que, bon, quand est-ce que on aura les résultats, là, bon, là, ça peut aller. Ouais. Mais ce qui est intéressant, comprenez que l'entretien d'embauche ou bien l'entretien de recrutement est un concours. Lorsque vous partez faire des concours préparés, donc c'est la même chose. Parce que ici, bon, peut-être que, mais très souvent on écrit ainsi, il y a des tests psychotechniques. Voilà. Mais là, ça peut se passer peut-être un jour, 2 jours, et puis bon, tout est fini. Donc, sachez que c'est une sorte de concours. Vous êtes en concurrence avec les autres. Donc, vous devez vraiment marquer des points. Voilà, c'est pourquoi vous devez, n'est-ce pas, faire vous connaître. Alors, dans ce cas-là, tel que je l'ai dit, comment est-ce que
nous devons répondre à certaines questions. Par exemple, lorsqu'on pose la question, pourquoi devez-vous, nous, vous recruter? Ou bien, en quoi votre recrutement peut nous être utile? Vous voyez. S'il y a quelqu'un là-bas, j'aimerais que la personne puisse répondre à cette question. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Si quelqu'un peut me répondre à cette question, là, comme ça, on verra s'il a compris ou pas. Pourquoi est-ce qu'on veut nous recruter? Pourquoi devons-nous vous recruter? Ou bien, en quoi votre recrutement peut nous être utile? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre? Mais ça va Mhm. pas c'est moi. C'est vrai que c'est une question un peu compliquée, hein. Euh, Moi, si on me demandait ça, potentiellement, je dirais que... Ah, ok. Heureusement, il y a Fofana Barak qui a levé la main. Fofana Barak, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Merci pour la session que vous partagez actuellement. Pour cette question, si je devais répondre, j'allais commencer par, au-delà de toutes mes expériences passées et des aptitudes que j'ai acquises dans mes différentes expériences et des formations que j'ai eu à effectuer, et à travers le profil de votre poste, je crois que ma personne répond énormément au poste que vous recherchez actuellement. Ok, c'est bien. Qui d'autre? Il y a quelqu'un d'autre? Je peux essayer. Oui, allez-y. C'est quel nom? Mon c'est Quadio. C'est quoi, oui. Oui. Bon, pourquoi est-ce que ça devrait être moi? C'est ça, c'est ça, non, c'est la question. Oui, c'est la question. Pourquoi on D'accord. dirait non, Je pas vais les autres. répondre en 3 volets. Premièrement, mon éducation, ma formation, mes diplômes me donnent des connaissances théoriques indispensables pour réussir à ce poste. Ensuite, mon expérience à travers les projets sur lesquels j'ai déjà travaillé, ainsi que ma motivation pour le poste. C'est vraiment un challenge intéressant pour moi. Voilà. Et puis, il faut dire aussi qu'à ce poste, je proposerai des idées, je mettrai mon énergie, mes connaissances au service de l'entreprise. Très bien. Moi, pour répondre à la question, je pense que je me concentrerai sur ce que les recruteurs attendent. C'est-à-dire, normalement, dans la fiche de poste, il y a les compétences qu'ils demandent et tout. Je pense que je vais me caler dessus pour dire, voici, vous avez besoin de tel nombre de compétences et pourquoi est-ce que je les ai? Essayer d'évoquer des expériences qui montrent que j'ai pu les développer. Et comme Fernand a dit aussi, argumenter sur ce que je peux apporter en plus à l'entreprise. Voilà. C'est aussi bon. C'est aussi bon. Ouais, pourquoi ils demandent ça? Parce que très souvent, lorsque les recruteurs posent cette question, pourquoi est-ce que nous avons 8 ans? Parce que je cherche travail, c'est pas bon. Mais en quoi votre recrutement peut nous être utile? Ou bien, mais vous voyez, ces réponses de oui ou de non ne doivent pas figurer dans votre langage au niveau du recrutement. Tel que les intervenants ont dit, c'est très important. Soyez originel. Si vous répondez à la question par oui, par non, ou bien je cherche travail, mais un apprenti Baka peut répondre à cette question. Ah oui. Donc vous, en quoi vous êtes utile pour cette entreprise? Donc vous devez être original à cette réponse. C'est-à-dire, tel que vous avez dit, à partir de votre expérience. Parce que c'est votre expérience qui est pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. C'est la seule chose qui est originale pour vous. Si vous avez fait les formations partout, hein, vous avez des amis, vous avez fait les mêmes formations, les mêmes modules, vous avez bossé les mêmes choses, vous avez fait les mêmes compos sur table, tout ça, les mêmes questions, même diplôme. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres?
ce qui vous différencie des autres, c'est votre expérience. C'est l'expérience que vous avez eue qui fait de vous plutôt quelqu'un original. Voilà. Donc, pour répondre à ces questions, vous devez faire un raisonnement cohérent et logique en utilisant ce qu'on appelle la méthode STAR. La méthode STAR, ça veut dire, c'est ce que, au niveau du bilan personnel, je vous ai dit, vous partez d'abord de la situation initiale de l'entreprise. Mais là, ici, ça veut dire que vous devez avoir une expérience. Lorsque vous avez commencé à travailler dans cette entreprise, vous avez trouvé une situation. Donc, cette situation initiale-là était comment? Donc, vous décrivez. Je pense que je suis utile dans cette entreprise parce que lorsque j'étais dans l'entreprise X, voilà comment la situation était. Et avec cette situation, voici ce que j'ai réalisé comme travail. Et les actions que j'ai menées, voilà voici les actions que j'ai menées. Ces actions menées nous ont donné un tel résultat. Vous voyez? Et c'est ça la méthode STAR. Est-ce la situation initiale, le T, travail réalisé, ce que vous avez fait, les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir décanter la situation. Les actions menées, les actions que vous avez menées là et là, vous avez vu votre supérieur, monsieur, voilà, vous avez dit, bon, lui aussi, il a proposé cette truc, vous avez vu, et tout ça, ce sont des actions. Et le résultat maintenant que cela a donné, vous voyez. Donc, du coup, c'est votre expérience, ça. La méthode STAR permet de dépeindre, vous, votre expérience qui peut aider l'entreprise. Vous comprenez? Donc, c'est très, très, très important de comprendre ça. Lorsque vous partez de là, et ce qui est intéressant, c'est que, tel que madame l'a dit aussi, les attentes dans votre expérience là, quelle est l'expérience qui correspond au poste que vous avez postulé? Vous voyez? Voilà pourquoi, lorsqu'il y a les prix des CV, ils vont trier votre CV. Si votre CV a été gardé, ça veut dire que vous avez une expérience qui correspond au moins à ce poste. Et dans les CV, je vous dis, dans les CV, on ne met pas tout. On fait un CV en fonction du poste. On dit on cherche quelqu'un dans une ONG pour des œuvres humanitaires. Vous avez peut-être fait comptabilité, bien bon, voilà, psychologie, tout comme ça. Mais on a besoin de votre expérience qui cale sur cette activité humanitaire. Donc, dans le CV que vous allez faire, vous n'allez pas mettre tout dedans. Parce que peut-être un psychologue qui a été commercial quelque part, on dit non, on cherche pour un poste humanitaire ou peut-être mettre commercial. Non, c'est pas, ça ne concorde pas. Donc, du coup, vous faites le CV qui est en fonction du poste. Alors, lorsque ces recruteurs voient ce CV, ils vous appellent. Donc, du coup, lorsque vous allez argumenter, c'est cette expérience-là qui doit être votre boussole. Voilà où nous étions, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui a été fait, et voilà le résultat que cela a donné. Vous voyez, c'est ce qui est la méthode STAR. Donc, vous devez vraiment, qu'on appelle, tenir compte de cette façon de raisonner. Vous voyez, donc c'est important. La méthode STAR est une dissertation orale liée à votre expérience professionnelle. Elle ressort ici l'originalité telle que je l'ai dit au cours de votre intervention.
et vous permet d'être différent des autres. C'est clair. Par conséquent, l'acquisition d'une expérience professionnelle est très importante, très indispensable. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'on a compris cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi, j'ai envoyé une question. Je peux la reprendre. J'ai vu que votre intervention est beaucoup basée sur l'expérience. Par contre, on constate aujourd'hui que même dans les recherches de stage, il y a des entretiens. Pour l'étudiant lambda qui cherche, par exemple, un stage de fin d'études où il doit aller faire un entretien. Bon, il n'a pas d'expérience. Même quelqu'un, même par exemple, qui sort fraîchement de l'école, qui est fraîchement diplômé, il n'a pas d'expérience. Bon, comment est-ce qu'il peut se défendre face à cette question-là? Justement, merci beaucoup pour la réponse. Monsieur Kwaku, lorsqu'il répondait à la question, il a parlé de son éducation, de sa formation. Vous voyez, pendant que le premier intervenant a dit son expérience, le troisième également. Donc, il a dit, selon ma formation, vous voyez, selon ma formation, peut-être qu'on cherche quelqu'un qui est un stagiaire, par exemple, qui dans le secrétariat ou bien bon, dans l'humanitaire. Mais ce que la personne a fait comme formation, il faut évoquer ça. Voilà pourquoi dans le bilan personnel, il y a le côté formation, n'est-ce pas? Il y a le côté formation. Donc, la formation que vous avez aimée, la formation que vous n'avez pas aimée, la formation, c'est-à-dire vos points forts, vos points faibles au niveau de la formation, vous connaissez tout ça. Donc, dans ces cas-là, celui qui n'a pas d'expérience se base sur sa formation. Et il utilise ce qu'il comprend mieux, n'est-ce pas, au niveau de sa formation-là, pour argumenter. Parce que vous êtes préparé à partir du bilan personnel. Vous voyez. Donc, celui qui n'a pas d'expérience peut partir de sa formation. D'accord? Tel que M. Kakou l'a dit. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Il y a d'autres questions? OK, s'il n'y a pas d'autres questions, on va attendre. Donc, maintenant, comprenez bien que... Allô? Allô? OK. Alors, dans cette, qu'on appelle question-réponse, l'employeur, n'est-ce pas, qui peut-être a vu quelque chose en vous, qui, après votre discussion, votre entretien, peut-être ça, cette question de négociation de salaire à prétention salariale, l'employeur vous pose cette question très souvent à la fin de l'entretien. Très souvent, lorsque moi je fais l'entretien, si je comprends que bon, vous ne correspondez pas au profil, c'est inutile de vous poser cette question de prétention salariale. Parce que déjà, dans ma tête, par rapport à tout ce que vous m'avez donné, vous ne m'avez pas convaincu. Pourquoi est-ce que je vais vous poser des questions comme prétention salariale? Donc, très souvent, vous pouvez aller à l'entretien et puis ne pas vous poser cette question prétention salariale. Mais bon, je ne dis pas que parce que vous n'avez pas convaincu l'employeur, parce qu'il peut arriver que l'employeur ne cherche pas aussi à savoir ça. Vous comprenez? Mais sachez que lorsque cette question sort, c'est que vous avez plus ou moins convaincu ou bien vous êtes allé vraiment un peu loin dans votre entretien. Alors, lorsque la question de prétention salariale sort, vous-même vous comprenez que c'est pour ne pas peut-être, parce que très souvent on sait que lorsque vous dites un salaire plus gros que ce que l'employeur a décidé, on vous voit comme vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas
Lorsque aussi vous dites un salaire plus bas par rapport à ce que l'employeur hein, voulait pour vous, c'est comme si, bon, vous ne connaissez pas votre valeur. Vous voyez? Donc là, ça devient plus compliqué. Et c'est ce qui complique cette question de fluctuation salariale. Voilà. Donc, la négociation peut être une étape vraiment considérée, hein, souvent par rapport à ça, comme tabou. C'est pourquoi les gens ont peur, les gens se retiennent pour ne pas avoir de répercussions négatives sur, n'est-ce pas, qu'on appelle l'entretien. Alors, ici, c'est l'employeur qui évoque hein, cette question de prétention salariale. L'employeur qui évoque. Maintenant, vous voulez vous évoquer ça. Bon, peut-être que si on se trouve dans le cadre des consultants, des gens qui ne cherchent plus d'expérience, qui ne cherchent pas de travail, non. Et ils ne font que bon, donner leur, n'est-ce pas, leur cutus, leur point de vue sur quelque chose pour que une situation se décante. Mais eux, ils ont les prix déjà là. Voilà, c'est eux qui disent non, moi je vais tant avant de pouvoir faire ça. Mais en tant que quelqu'un qui cherche du travail, vous n'êtes pas encore arrivé là. Vous n'avez pas encore cette expérience pour pouvoir décider hein, d'abord votre salaire avant de discuter. Vous voyez. Donc, si la question est posée telle que quelle est votre prétention salariale, hein, si vous venez à être recruté, bon, en fait, je vais laisser ça aussi et poser cette question aussi hein, pour que chacun puisse répondre. Il y a besoin de 2 ou 3 personnes à répondre à cette question. Là, au moins, on peut comprendre mieux. Allô? Allô? Pour moi, je pense que je peux commencer. Si on me demande ma prétention salariale, personnellement, je dis le salaire brut annuel auquel je m'attends, ou en fonction du contexte. Je donne directement le prix, quoi. Voilà. Il y a Kiman qui a levé la main, vous avez la parole. Qui d'autre? Il y a Fabrice Conan qui a levé en premier. Bonjour. Bonjour, Fabrice. Bonjour, formateur. Merci beaucoup pour vraiment toutes ces connaissances qui nous sont vraiment utiles. Voilà. Et je tiens aussi à dire merci à l'ensemble de l'équipe. Selon moi, je dirais aux recruteurs de me payer selon les griffes salariales. Pour une première, je suis à la recherche d'emploi. Je ne suis pas un expérimenté peut-être dans ce domaine en tant que tel. Donc, c'est une découverte peut-être même pour moi. Je ne peux pas m'aventurer à leur imposer un montant quelconque. Donc, je dirais qu'ils me payent selon les griffes salariales. Maintenant, des temps plus tard, voyant mes compétences dans ce domaine, je peux peut-être négocier, voilà, maintenant, un certain niveau de salaire. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Qui d'autre? Bon, je peux? Oui, allez-y. Moi, je dirais que cette question est un peu délicate quand même. Voilà. L'idéal pour moi serait d'abord d'essayer de forcer l'employeur à donner lui-même, en fait, un salaire, de donner une estimation, en fait, de ce qu'il veut me payer. Maintenant, si cette étape ne marche pas, qu'il veut forcément que je dise quelque chose, parce que comme vous l'avez dit, si tu donnes trop, il va croire que, bon, si tu donnes peu aussi, il va se dire que mais lui, là, il ne connaît pas sa valeur. Donc, quand c'est comme ça, pour ne pas être pris au piège, je donne en fait un intervalle. Et puis là, nous deux, on est là, on voit et puis on discute. C'est ce que je peux proposer à cette question-là. Bien. OK. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, comme il vient de dire, c'est délicat, c'est délicat, c'est délicat. Alors,
pour éviter ces genres de situations, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et dans la préparation, d'abord, ils vont vous appeler à l'entretien, ils vont dire l'entreprise, ils vont vous inviter parce que pourquoi? Ils disent, bon, c'est l'entreprise X située à temps qui vous appelle pour un entretien ce jour-là. Et vous aussi, ayez aussi votre calepin. Quand vous postulez, écrivez ce que vous avez fait, là où vous avez l'entreprise de l'entreprise, là où vous avez déposé votre CV, écrivez ça dans vos calepins. De sorte que vous puissiez vous souvenir en tout moment. Parce que très souvent, nous, on appelle les gens et ils nous demandent, mais c'est où? Parce que j'ai postulé à plusieurs. Mais comment tu peux postuler à plusieurs? Toi, tu cherches travail. Et puis tu postules à plusieurs, tu ne sais pas où tu as postulé finalement. Je vois que ça aussi, c'est un truc que vous n'êtes pas aussi sérieux dans la recherche du travail. Alors, vous devez connaître la taille de l'entreprise. Ça veut dire que il peut y avoir une petite entreprise qui paye ses employés peut-être à 100 000, 100 000, 100 000. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire ici, vous ne pouvez pas comparer, par exemple, les entreprises de Bolloré par rapport à une entreprise, une petite entreprise quelque part. Vous ne pouvez pas comparer Solibra, qui fabrique les bières et tout ça ici en Côte d'Ivoire, par rapport à une petite entreprise qui se trouve à Niamey. Donc, c'est ça, la taille de l'entreprise. Vous ne pouvez pas comparer la société de raffinerie ici en Côte d'Ivoire par rapport à une autre entreprise dans le domaine. Vous voyez. Donc, c'est ça, la taille de l'entreprise. Lorsque vous vous trouvez soit dans la CIE, où les gens peuvent vous payer peut-être, je dis n'importe quoi, à partir de 500 000, à partir de 800 000, 1 million, vous allez vous dire, non, bon, moi, s'il y a 100 000 francs, ça me suffit. Mais 100 000 francs, il va dire, mais tu ne veux rien. Vous voyez. Mais les mêmes entreprises, dans le même domaine-là, peuvent se situer quelque part, une petite entreprise. Mais là, les gens, si même tu as dit 200 000 francs, ils vont accepter parce que là, vous voyez. Donc, recherchez à savoir la taille de l'entreprise. L'entreprise est localisée, la localisation de l'entreprise. Ça veut dire une entreprise, bon, je ne sais pas si quelqu'un connaît en Côte d'Ivoire, et une entreprise qui se trouve à Bourma côté n'a pas les mêmes environnements qu'une entreprise qui se situe à la zone, une zone industrielle, ou bien à Cocody. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous devez tenir compte aussi de votre formation. De votre formation. Il y a des gens, bon, on peut former, bon, s'il veut parler, je vais stigmatiser cette information, c'est seulement dire non. Mais il y a des formations qu'on ne trouve pas, qui sont vraiment spécifiques. Il y a des formations qu'on cherche même sur le marché de l'emploi, on ne trouve pas. Il y a d'autres aussi qui sont... Donc, quand vous vous trouvez dans ce cadre-là, où vous avez plus de concurrents, dites-vous que pour vous vendre, ce n'est pas facile. Si vous vendez cher, il y aura quelqu'un d'autre. Oui. Mais si vous savez que vous avez fait une formation vraiment qu'on demande sur le marché de l'emploi, vous pouvez vendre cher. Donc, vous tenez compte de ça aussi. Tenez compte du marché de l'emploi. Concurrence partout. Ouf. Il y a plusieurs personnes aussi qui y cherchent. Ouais. Vous tenez compte aussi de votre expérience. De votre expérience. Quelqu'un qui a peut-être 1 an d'expérience, bon, peut-être qu'ils ont vu votre CV, ils veulent discuter avec vous. Vous pouvez vous comporter comme quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Non, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, pratiquement, il devient un expert. Dans le domaine. Par rapport à celui qui a 1 an, 2 ans d'expérience. Vous voyez.
Donc, du coup, votre prétention salariale ne peut pas être la même chose. Voilà. Et les responsabilités, les tâches aussi du poste. Donc, dans la préparation de la prétention salariale, vous devez tenir compte de tous ces paramètres. Et c'est important. C'est important. Voilà pourquoi il faut se préparer avant d'aller en entreprise. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, tel que mon ami l'a dit, vous devez situer votre prétention salariale dans une fourchette. Par exemple, au regard des responsabilités qui me seront confiées, j'estime que mon salaire brut annuel devrait se situer entre 150 et 200 000. Vous voyez? Donc, vous avez mis ça dans la fourchette. Mais, sur la base de ce que je viens de dire, sur la base de la taille de l'entreprise, sur la base de votre formation, sur la base de votre expérience, sur la base du marché de l'emploi. Vous voyez, c'est très important. Alors, vous devez aussi être aussi flexible, hein, aussi flexible. Par exemple, mes attentes salariales sont conformes à votre expérience et, disons, à mon expérience et à mes qualifications. Oui. Ou encore, si le poste me convient, je suis sûr que nous pourrons nous mettre d'accord sur la rémunération. C'est ce que notre ami a dit. Oui. Mais c'est des choses qu'il faut beaucoup d'étapes, il faut préparer selon les 6 critères que je viens de citer. Voilà. Mais lorsque vous répondez à ces questions, ne visez pas trop, ni bas, selon ce que je viens de citer là-bas, et renseignez-vous au préalable. Parce que si vous n'êtes pas renseigné pour comprendre la taille de l'entreprise, vous passez à côté. Ne pensez pas seulement au salaire aussi, hein, quelquefois. Ne pensez pas seulement au salaire, parce que très souvent, vous pouvez avoir des promotions et tout ça. Voilà. Tel que je l'ai dit là-bas, vous évaluez la concurrence sur le terrain. Voyez. Et lorsque vous vous exprimez dans ce sens-là, ayez une foi ferme et confiante. Voilà. Parce que si vous titubez à dire votre salaire, c'est comme si vous n'avez pas confiance en vous. Ça, c'est important. C'est une question qui renferme tout, votre personnalité, votre tout. Voilà. Donc, compte tenu de la situation économique actuelle, compte tenu de la situation économique actuelle, alors, un salaire annuel brut compris entre 200 et 250 000. Bon, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple. Voilà. 200 et 250 000, le sang m'a fait. C'est comme ça. Alors, donc, cette question de prétention salariale est vraiment importante. Tenter de nouvelles expériences. Alors, on dirait que je suis en train de finir, hein. Bravo, parce que je pense qu'on était en train de finir. Voilà. Donc, si on a compris cette façon de procéder, c'est important. Cette façon d'argumenter et cette façon de passer, il peut y avoir des questions-réponses telles que, bon, présentez-vous, vous avez quel âge, tout ça. Bon, c'est des questions, les tic-tac. Voilà. Mais les questions telles que ce qu'on vient de voir, vous devez vraiment argumenter. Telle que cette question de prétention salariale aussi, vous devez avoir en tête ces 6 paramètres avant de pouvoir vraiment répondre. Donc, ça veut dire que d'abord, une recherche préalable sur ces entreprises. OK. Très souvent, vous pouvez croiser même des gens qui sont dans l'entreprise. Des gens qui sont dans l'entreprise. Et à eux, vous pouvez leur demander leur salaire. C'est la mort, là. Dans telle entreprise-là, les
gens de tel niveau, de telle catégorie sont payés à combien? On dit non, bon, sur qu'on appelle les ouvriers sont payés à 200 000 et les autres sont payés, les directeurs aussi sont payés à temps. Vous voyez? Donc, ces informations vous permettent à vous de situer, n'est-ce pas, votre salaire.